Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la genèse de l'esprit et ses dimensions, l'origine et ses paradoxes. Alors, ce n'est pas juste une tradition que je vous apporte, expliquer certains symboles, c'est bien au-delà de tout ça. Ce n'est pas non plus une simple webconférence, ça va être un voyage de l'esprit. Et je vais vous emmener vers les plus hautes sphères de l'esprit et ramener cet esprit jusqu'à notre monde. Et on va essayer de voyager ensemble. Tout d'abord, le langage ne peut expliquer la nature de l'esprit. L'origine est un vide sans fond, Ungrund en allemand. Un océan qui contient tous les principes en état de latence. Latence, puisque ce qui va en émerger y est encapsulé comme un germe. Le vide est donc plein et son contenu reste homogène à lui-même. Aucune différenciation, aucun mouvement, aucune pensée, aucun être, ni aucune organisation ne sont présents en son sein. C'est le non-être, le néant. Dans cette Ungrund flotte l'absolu. Non encore dénommé absolu, car ce terme se définit par son contraire, le relatif. En effet, l'absolu peut se penser comme tel, car il se pose en opposition avec le relatif. Par conséquent, le langage formel ne peut aucunement expliquer ce fondement primordial. Dès lors, le terme absolu doit être écarté. Ce fondement n'est même pas un principe. Il reste inconnaissable, incomparable et insondable. Pourtant, c'est à partir de lui que tout commence. Dénommons cet absolu contenu dans le vide sans fond, le un. Toutefois, ce un ne se compare pas aux autres nombres, comme si c'était le premier nombre. C'est un 1 qui se tient par-delà toute numération et même toute énumération. Ce 1 est un paradoxe. Il est monopole, soit sans polarité contraire. Comment imaginer ce 1 s'il ne peut être comparé? Nous restons sans mots et sans voix pour le dénommer, le décrire, car il échappe à toute détermination. De quelle manière le 1 fait surgir l'univers? Le 1 puise dans l'océan où il réside l'énergie diffuse et qui emplit cette vastitude. Il la canalise vers un axe, lequel débute à se mouvoir de manière rotative. Puisqu'il n'y a pas d'objet dans le sens de choses posées au devant de lui, donc distinct de lui, c'est le 1 lui-même qui dessine l'axe et lui-même tourne sur lui-même de façon à façonner un vortex. De ce vortex émergera les germes contenus dans l'océan. Que sont ces germes? L'ensemble des existants de l'univers et l'univers lui-même. L'un s'emplit de l'énergie océanique dont la puissance est incommensurable. L'énergie ici se rapporte au pneuma, au chi ou au prana des traditions. C'est le souffle même du un, l'effluve ignée, laquelle est remplie de germes. En concentrant dans ce vortex cette effluve, elle s'échauffe jusqu'à devenir immensément ardente.
flamboyante, lumineuse, incandescente et radiante. Le 1 s'embrase. C'est un feu intensément puissant. C'est alors qu'il modélise l'intelligence, l'esprit cosmique, le 1 second, qui se tient à la jonction entre l'incréé et le créé. Cet acte fondateur est une autoconstitution, une auto-formation, une auto-révélation et une autogénèse. C'est ainsi que le non-être devient l'être suprême. Les flux vignés s'assimilent au feu primordial des traditions. Qu'est-ce que ce feu? C'est un désir ardent, empli d'intention et de germes. Ce désir du un désire sonder sa propre insondabilité. Par le vortex, il propulse au devant de lui le contenu du vide de manière canalisée, orientée et vectorisée. Par conséquent, le désir ne produit pas un univers de hasard, n'ayant aucun sens. Au contraire, l'ensemble est ordonné et organisé par le un qui se déplie. Si le contenu se déplie, c'est bien parce qu'il était implié dans le vide. Nous sommes face à un acte synchronique de l'impliement et du dépliement. Dès lors, tout ce qui se tient devant le un est contenu en son sein, dans le vide qui le précède. En se repliant sur lui-même, le un irradie par incandescence croissante à l'intérieur de l'être originel son effluve pour porter graduellement à l'état luminescent et amener à l'existence les germes éternellement latentes en son tréfonds. Il s'agit d'un acte méditatif, geste qui consiste à accumuler, concentrer, augmenter et à intensifier l'effluve igné jusqu'à le mener à sa propre contemplation. La première dimension de l'intelligence commence à être façonnée. Il s'agit des pensées divines, de ses propres idées qui se formalisent. Cette dimension de l'esprit cosmique apparaît comme un miroir pour lui-même, puisqu'il peut prendre conscience de sa propre apparition. Et voici que l'intelligence devient conscience pure et pleine. Le mouvement du vortex produit un rythme, lequel se voit réitéré sans cesse jusqu'à résonner dans l'univers entier et établir ses propres fondements structurels. Ce rythme dévoile aussi une scansion du temps, et nous pouvons l'apercevoir à notre échelle à travers la spirale de Fibonacci. La spirale génératrice, nommée ainsi par les scientifiques, révèle un même rythme accéléré au centre et décéléré à sa périphérie. Sa boucle décline des séries d'amplitudes d'un seul et même schème rythmique originel. L'amplitude du rythme indique une structure fractale. Dans ce cas précis, la géométrie se fait aussi sonore et temporalité. L'intelligence émerge depuis le vide, par le biais également d'un son surpuissant, tel un rugissement qui brise le silence de la vacuité. Ce son sans mots ni syllabes se révèle comme une sonorité continue et configure la pensée infinie de l'intelligence. Par la suite, le son retentit et ralentit dans l'univers de façon à se faire entendre à travers le rythme de la spirale de Fibonacci. Du silence au son continu, de ce dernier à sa rythmique sonore,
La matière encore en formation commence à entrer en résonance et se syntonise de manière à faire surgir des pensées, puis des images et enfin des formes perceptibles par les sens. En d'autres termes, la matière sensible et perceptible se présente comme une densification du son continu, un ralentissement et une propagation de l'amplitude minimale et initiale entre un pic et un creux. Le vortex évoque la singularité initiale, le point des traditions spirituelles. C'est une goutte d'énergie dont le mouvement engendre toutes les formes géométriques de l'univers, lesquelles sont structurées par l'émission sonore de l'intelligence. Les sons déferlent de manière concomitante aux pensées divines et produisent des images sur le plan imaginal et des formes au niveau sensible. Qu'est-ce que la matière? La substance de l'intelligence. Au niveau premier, elle est en totale fusion avec l'un. Aucune séparation, puis une scission se dévoile. Lorsque l'intelligence s'auto-constitue, elle achemine en elle les puissances du vide et les oriente vers deux directions opposées, et qui ne cesseront d'être accentuées au fur et à mesure de son dépliement. Les puissances germinatives contenues dans le vide s'élancent dans la dimension idéale, celle qui constitue ses propres pensées. Cela deviendra plus tard le monde de l'essence. Tandis que les puissances énergétiques se profilent dans la matière en pleine ébullition. Cela deviendra le monde de la substance. Depuis l'intelligence, le contenu du vide se scinde donc en deux, essence et substance. La conscience de soi est ainsi rendue possible par cette scission première. L'intelligence intellige sa propre apparition, comme un éveil à elle-même, par l'entremise de la matière qui réfléchit ses propres idées en leur donnant une consistance apercevable. En d'autres termes, ce sont les idées de l'intelligence qui orientent la matière vers une direction donnée, la modélisent, la forment et l'organisent. La matière révèle bien l'esprit. Par conséquent, la matière ordonnée et organisée et qui surgit depuis l'intelligence retrouve son état informe lorsque nous autres êtres humains, nous atteignons le vide lors de nos exercices spirituels. L'ordre, c'est le cosmos. Le désordre, c'est le chaos. En ce sens, le vide s'assimile au chaos des traditions et le cosmos à la matière organisée et ordonnée. Le contenu du vide passe du stade informe à forme. Le principe de la matière est donc éternel et elle est réintégrée dans le vide lorsque l'univers s'y résorbe, tel un flux et un reflux,
l'univers manifeste subit des phases de dépliement et d'impliement, de dilatation et de contraction, de création et de dissolution. Lors de son extension, chaque être conscient interagit avec la matière qui le compose et y engramme de l'information. Le contenu déposé dans la matière ne se perd pas. L'information qu'elle contient retourne à son principe, à sa source. Il y a engrammage dans la matière de la mémoire cosmique, laquelle est injectée dans le vide pour redevenir des germes. Le cycle de manifestation de l'univers est ainsi rythmé par le vortex lui-même qui le pulse. Et cette pulsation rythmique répand son contenu dans l'univers et le recueille avec l'engrammage des êtres par effet rétroactif. Au niveau du vide, il y a le silence, la paix, la contemplation et le non-mouvement. Le vortex met en branle le vide et émet le son continu, lequel se scandera en deux temps entre un aller et un retour. L'intelligence commence à déployer ce couple d'opposés qui s'implique dans tout le développement de l'univers. Il s'agit de l'oscillation même du son de l'intelligence, lequel amplifie la distance entre les deux polarités jusqu'à leur extrême limite. C'est ainsi que l'empreinte du son continu de l'intelligence se découvre à travers l'amplitude même de la spirale de Fibonacci. De son continu, il passe à un son scandé, mesuré et rythmé. L'univers est un écho du son continu. Le son a ralenti et rend possible son audition. L'ensemble du spectre sonore de l'univers se révèle comme un ralentissement de ce son continu. C'est à ce titre que nous pouvons parler d'éternité scandée et ralentie lorsque nous évoquons l'univers. La spirale de Fibonacci marque cette empreinte du son continu qui se déploie de manière rythmique et fractale. C'est également la marque de l'éternité, de la durée sans durée de l'intelligence, laquelle apparaît à travers la notion du temps. Qu'est-ce que le temps? L'éternité qui se ralentit. Il y a une profonde affinité entre le son, le temps et la lumière. Toutes trois dévolues à la dimension de l'essence. C'est à travers leur activité que la substance matérielle prend du volume, de l'espace, éclot des formes et se structure de façon à manifester de l'ordre et de l'organisation en son sein. L'acte d'engendrement de l'intelligence est celle d'une synchronicité permanente. De cet geste primordial se différencie ensuite le son, le temps, la lumière, l'espace et la conscience. La spirale est une scansion temporelle de laquelle s'organise et s'ordonne la matière. Dès lors, l'univers déplie le contenu de l'intelligence et la révèle. L'univers devient écho de l'intelligence. Tout ce qui est perceptible la révèle. L'univers, en tant que manifestation de l'intelligence, est une expansion, une extension, une extériorisation. Nous dirions même une extase divine qui surgit dans sa propre intériorité. L'univers se révèle comme totalité qui tend à déployer l'intelligence selon la diversité de ses états. Idéal, germinatif, expansif et finalement en acte
de sa plénitude. L'univers s'affecte d'une opération transitive qui le divise en une prime différence, une altérité dont le fruit est dû à une méditation de l'intelligence sur son propre fondement, Ungrund, et duquel il fit jaillir les germes dans sa dimension idéale. Acte qui eut lieu hors du temps séquencé, puisque nous sommes dans une éternité, une durée sans commencement ni fin. L'origine est donc teintée de paradoxe, d'un commencement sans commencement et d'une durée sans durée. L'univers est la mesure de l'intelligence, et toute mesure est musicale, mathématique, logique, temporelle et spatiale. Ce qui implique que toutes les réalités dimensionnelles manifestées par l'intelligence découlent de ces principes. Maintenant, les pensées de l'intelligence peuvent s'étendre sur une dimension inférieure, celle des images. L'énergie activée par l'intelligence et qui compose la matière suscite les formes imaginales. Nous sommes en présence d'une dimension de l'intelligence qui formalise et modélise ces idées en puisant dans la substance l'énergie nécessaire à leur constitution. Ces images sont des objets déposés au-devant de l'intelligence sur une surface de projection que l'on nomme monde imaginal. Ces objets projetés recèlent le contenu de l'intelligence et ils reflètent extérieurement ce qui se dissimule intérieurement. La réalité de cette dimension imaginale est identique au rêve. La dimension imaginale est celle d'une modalité de l'intelligence, tout comme le rêve est un état de conscience pour les hommes. Il s'agit d'un même phénomène et de la même dimension de l'esprit. Le sujet qui rêve aperçoit à l'intérieur de lui la multitude des formes imagées qu'il contient. Il observe devant lui un scénario qu'il a lui-même forgé. Il en est de même pour le monde imaginal de l'intelligence. Ce qu'elle voit, c'est son propre contenu extirpé de ses tréfonds et mis en scène par son propre désir. À la différence que chez l'intelligence, tout est parfaitement conscientisé. C'est à ce moment que se manifeste la psyché de l'intelligence, laquelle offre une animation des éléments évoluant dans la dimension idéale. Et si, au niveau idéal, la matière se conçoit comme pure lumière, au niveau psychique, elle se métamorphose en éther. La psyché de l'intelligence résulte donc de l'activation de l'imagination divine, laquelle y propulse ses propres pensées afin qu'elles prennent une forme imaginale. À ce stade, la matière est similaire à un rêve divin. Il s'agit d'une autoprojection qui, coïncidant avec l'opération même de l'imagination, ouvre le champ de l'expérience à la divinité elle-même. L'imagination est l'organe de la psyché divine.
L'intelligence perçoit à travers elle tout ce qu'elle contient de manière imagée, et ces dernières illustrent en langage mythique le sens même de son propre désir de sonder son propre abysse. De quelle manière les images construisent le mythe divin? Les images se greffent les unes aux autres par un système de ressemblance. Une image s'assemble avec une autre image par des signes familiers. Une couleur proche, une texture similaire, un son presque identique, une forme voisine, etc. Les légères variations entre les images produisent la dynamique du discours, un mouvement dont l'armature fonctionne par une relation analogue entre images. Le système analogique coordonne les images entre elles, produit un discours dit mythique et fournit un langage construit sur une logique symbolique. Pour résumer, la psyché se compose de matière éthérique, elle possède un organe, l'imagination, et elle s'exprime selon un discours basé sur l'analogie. Tels sont les principes de la dimension imaginale. À partir de là, l'intelligence illustre dans sa propre imagination les puissances du vide en les temporalisant et les spatialisant. D'un plan idéal sans volume, l'intelligence commence à apercevoir ses propres pensées en volume. De par le mouvement de sa vibration interne, voici que l'intelligence mue par une tension désirante se temporalise. La dimension imaginale constitue un champ de manifestation de l'intelligence et où se déroule la spatialisation de ses idées et à laquelle répond leur temporalisation. Le temps imaginal est celui du rythme de l'intelligence, avec ses sons, ses couleurs et ses énergies. À ce niveau, le vortex imprime un rythme circulaire au temps. Il s'y joue des vibrations, des oscillations, des teintes colorées, dont la puissance modélise l'ensemble de la matière dense, celle de notre monde physique. La dimension imaginale imprime son contenu sur la matière la plus dense, celle de la dimension physique et corporelle. C'est ainsi qu'à notre échelle, les formes mathématiques, comme le triangle, le carré ou encore la spirale, sont des idées qui prennent naissance en notre mental, puis sont reconnues à travers leur spatialisation au sein de notre imagination, lesquelles sont projetées ensuite sur la scène du monde. Les objets mathématiques résultent donc de l'activité de notre propre esprit. Nous pouvons prendre conscience de notre propre contenu lorsqu'il s'habille du revêtement des formes extérieures. En d'autres termes, les images qui se présentent à nous dans notre imagination s'imbibent des formes perçues à l'extérieur. Le jeu de reconnaissance des formes et des images est le fruit de notre activité de conscience. Il en est de même de toutes les formes perçues au dehors. Nous voyons au dehors ce qu'il y a en nous-mêmes. Par conséquent, l'univers est un miroir de notre propre esprit autant que celui de l'intelligence. Prenons un exemple concernant la densification du son provenant du monde imaginal. Le cerveau humain est avant tout musicalité, vibration, ondes et oscillations. C'est sur cette base que le langage s'appuie afin de formuler nos pensées.
Les biologistes ont découvert qu'il y a plusieurs millions d'années, bien avant qu'il y ait distinction entre les oiseaux et les mammifères, ces êtres vivants partageaient un sens commun du cerveau, la musicalité. Les oiseaux évoluèrent vers une direction, celle de l'émission de son, tandis que les êtres humains prirent l'embranchement de la verbalisation des pensées. La parole a gardé la trace de cette musicalité avec les oiseaux. Ses rythmes, ses intonations, ses respirations et ses mélodies proviennent de cet ancêtre commun. Or, cette musicalité apparaît au préalable dans la dimension imaginale. Elle résulte de l'activité vibratoire et ondulatoire du son scandé et qui façonne le royaume des images. Le langage articulé a éclos dans la matière sensible lorsqu'il y a eu densification des activités de la dimension imaginale. Les sons inaudibles deviennent audibles, tout comme les images se corporalisent. Tout ce qui est sur Terre naît au préalable dans la dimension imaginale. Le process de l'intelligence est celui d'une densification de ses propres pensées. Ainsi, le visible révèle l'invisible et le perceptible met à jour l'imperceptible. Du point de vue de la naissance de la conscience, tout commence par une focalisation de son attention sur la toile qui se déploie devant elle. Résidant auprès de la conscience suprême, auparavant germe encloisonné dans le vide, la voilà prendre son élan jusqu'à apparaître sur Terre. D'une position à angle de vue illimité et qui synchronise tous les événements ensemble au sein de la dimension idéale, résidant dans un flux sonore constant, voilà que ce germe de conscience amorce sa descente dès lors qu'il se focalise sur certaines images qu'elle a elle-même projetées. La conscience instaure en elle-même une limite, marque obligée pour manifester une conscience consciente d'elle-même. La focalisation est le signe que son attention a été retenue quelque part. Elle dessine donc les traits d'une réalité qui s'amenuise et réduit la totalité à une perception sélectionnée. Le réel de l'intelligence est homogène, simple et vide de toute image. Elle vit dans sa propre lumière éternelle, immuable, parfaite et infinie. L'intelligence affecte la dimension idéale à la dimension matérielle afin d'y faire jaillir les images qui évoluent dans l'imaginal. L'évolution des espèces sur Terre est orientée par l'intelligence, vectorisée comme signalé auparavant. La marche des espèces est celle d'une actualisation des pensées divines, d'une complexification organique qui permet à l'intelligence de moduler à travers un temps linéaire ses propres idées. Plus l'organisme est complexe, plus il a la capacité à se penser lui-même et à sonder son propre abysse. C'est par cette entremise que l'intelligence dépose les germes de conscience dans l'étendue de la matière afin de les y déployer pas à pas, en suivant la courbe évolutive et en cherchant à organiser davantage la matière afin de créer des consciences plus complexes. Plus les consciences se conscientisent elles-mêmes, plus l'intelligence se découvre elle-même. Mais pour ce faire, il faut que la matière organique soit complexe, superposant de multiples couches de systèmes afin d'analyser au mieux son environnement et sa propre existence.
il y a couplage entre l'essence et la substance afin que la matière organique soit orientée vers davantage d'ordre, d'organisation et d'ordonnancement, tout en y déployant les germes de conscience en son sein de manière synchronique. Les germes de conscience prennent conscience d'eux-mêmes à mesure que l'organisme se complexifie. À nouveau, l'esprit et la matière ne s'opposent pas, ils se complètent. La marche de l'évolution est celle d'une singularisation de la vaste intelligence. Comment cela est rendu possible? Par l'énergie, le pneuma divin. L'énergie émise par l'intelligence s'infuse dans la matière substantielle. Par la suite, elle est organisée, ordonnée et structurée par la dimension idéale. En d'autres termes, toute la matière visible et ses occupants résultent de cette rencontre entre la ligne de l'essence et celle de la substance. La matière révèle le contenu de l'esprit. Nulle dichotomie entre esprit et matière. D'un état de l'énergie à haute vélocité, elle passe à un état plus lourd et dense. L'ensemble de la matière visible et ses occupants découle de cette énergie divine, le pneuma, qui prend du volume à mesure du chemin évolutif. En l'accumulant et la concentrant en un espace-temps de façon à lui donner une structure. La volumétrie de la conscience suit le même process. Tout est énergie dans l'univers. Elle change d'aspect, de forme et de nom selon l'état de la matière. Ainsi, toute matière ordonnée dans le ciel, comme les planètes et les étoiles, et sur Terre, comme les plantes et les roches, sont de l'énergie condensée et structurée. Prenons l'exemple d'un fruit, la banane. L'univers contient une masse énergétique colossale. Le Soleil déploie de l'énergie vers notre Terre, laquelle est captée par les plantes qui l'emmagasinent en la transformant en matière organique. Les rayons solaires sont littéralement transformés en matière vivante. Les végétaux croissent ainsi grâce à cette énergie solaire accumulée, concentrée, augmentée et intensifiée. Elle sublime cette énergie solaire. Par la suite, les animaux herbivores se nourrissent de ces plantes puisqu'ils ne peuvent pas accomplir cette captation par eux-mêmes. Ils se nourrissent d'énergie emmagasinée par les plantes afin de la récolter à leur tour. Ensuite interviennent les animaux carnivores qui ont besoin quant à eux des animaux herbivores afin de se nourrir de cette même énergie solaire. C'est ainsi que lorsque nous mangeons une banane, nous nous nourrissons d'énergie solaire stockée par la plante. Dès lors, la banane se transforme en énergie nutritive pour nos cellules, laquelle s'incorporera et se transformera entièrement afin de devenir nos propres cellules. Par conséquent, notre organisme est composé entièrement d'énergie solaire, cristallisée et solidifiée. Revenons à l'imaginal. Le temps imaginal, circulaire, crée toutes les rotations sur le plan physique. L'énergie rotative qu'il contient, plus le mouvement de la matière dense,
Et la masse entraînée par cette puissance rotative prend de la pesanteur pour apparaître sur notre plan physique en gravité. Impulsion même du vortex initial de l'un. Ce temps imaginal devient aussi celui d'une temporalité linéaire et où l'essence active la matière afin de s'y corporaliser. L'évolution fournit aux espèces toute une texture d'expérience, dont celle de la perception de la réalité, qui diffère d'une espèce à l'autre. Voici une expérience à notre échelle. Le fond cosmique est vide, noir et empli d'une énergie bouillonnante. Si nous avons la chance de pouvoir observer le monde qui nous entoure en relief, c'est avant tout parce que le corps humain voit depuis deux sources différentes, l'œil gauche et l'œil droit. Le cerveau reçoit alors deux images qu'il va reconstituer pour n'en projeter qu'une seule. Grâce à l'écart qui sépare nos deux yeux, qui est en moyenne de 65 mm, lorsque ceux-ci observent un objet, ils vont capter la même image mais avec un angle légèrement différent. Le cerveau reçoit alors deux images au contenu identique, mais avec une légère différence de point de vue, appelée la parallaxe. Il va automatiquement analyser ces deux sources et en extraire une image unique pour laquelle il aura déduit une profondeur et une distance avec l'objet. On obtient ainsi une vision dite binoculaire ou encore stéréoscopique. Le relief est ainsi créé. Traduction, le réel de l'intelligence n'a pas de relief, pas de profondeur. Il est vide de toute image. C'est notre propre constitution biologique qui manifeste le relief. Nous sommes bien un germe de conscience, mis en volume par l'intelligence, encadré par un espace et un temps expérientiel. À partir de cette expérience, nous pouvons concevoir aussi notre esprit non local, sans volume, et qui s'épaissit jusqu'à être entièrement enveloppé par la matière. Si nous sommes un germe de conscience, c'est que nous provenons du vide. Par conséquent, nous sommes également un contenu du vide, qui a pris la forme visible afin que l'intelligence puisse se sonder elle-même. Nous la révélons à elle-même. Plus nous conscientisons notre propre contenu de conscience, plus nous donnons la possibilité à l'intelligence de se saisir elle-même. Autre expérience. Fermez l'œil droit et pointez le doigt vers un objet fixé situé de l'autre côté de la pièce. Sans bouger le doigt, ouvrez l'œil droit et fermez l'œil gauche. Vous verrez que votre doigt ne désigne plus la même chose. Le relief, l'espace et le temps découlent de notre propre structure organique, laquelle diffère d'une espèce à l'autre. Les abeilles, les oiseaux, les poulpes ou encore les mollusques ne perçoivent pas le monde de la même manière que nous. Chaque être vivant est une fenêtre pour l'intelligence afin qu'elle puisse observer son propre contenu. L'intelligence est de nature photonique et nous partageons avec elle cette même habilité. En effet, notre conscience illumine le fond cosmique obscur et la nature qui nous entoure.
En plus de la mise en relief par notre organisme, nous découvrons que la conscience éclair ce vide empli d'énergie non organisée, qui n'est autre que la substance matérielle informe et y révèle ses aspérités en les colorant. Ces aspérités sont le fruit de l'activité même de notre propre esprit, qui s'élance dans ses propres variations dimensionnelles d'espace-temps. L'activité de l'esprit est perceptible au sein de notre propre psyché, laquelle se dynamise et apporte la teinte énergétique des images qui s'y déploient. Ces images restent dans l'ombre tant que l'esprit, de nature lumineuse, ne les éclaire pas. Ces images révèlent ensuite toute leur gamme chromatique dans un ballet de sons et de couleurs. Nous voyons en nous-mêmes, dans notre psyché, par l'entremise de l'organe imaginal, les aspérités et le relief de notre propre énergie activée par notre propre esprit. Ainsi fonctionnent les rêves, les visions extatiques et les expériences mystiques. Ce jeu de l'esprit humain réitère celui de l'intelligence. L'univers coloré est donc le fruit de l'activation énergétique de l'intelligence, laquelle étale une toile psychique, éthérique, sombre et ténébreuse sur laquelle nous posons notre regard et l'éclairons. Les couleurs que nous percevons autour de nous sont illuminées par notre conscience photonique. La lumière a besoin de la matière sombre pour apparaître, tout comme la conscience a besoin de la matière pour s'observer elle-même. Contrairement à ses contemporains, l'auteur Goethe ne voyait pas les ténèbres comme une absence de lumière, mais plutôt comme polaires et interagissant avec la lumière. La couleur résulte de cette interaction de la lumière et de l'ombre. La matière psychique équivaut à la substance de l'esprit déployée et organisée selon un certain schème. C'est de l'espace, une étendue, une surface de projection des données de l'esprit. Ce jeu de polarité entre lumière et obscurité, esprit et matière, donne naissance aux couleurs et à la réalité vécue. Ainsi en est-il de notre propre esprit et de la matière. Nous pouvons émettre ces idées. L'esprit échappe à toute définition car la lumière éclaire mais ne peut être vue. C'est la radiation de l'esprit qui illumine d'un flux continu notre conscience et nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. Il existe donc une lumière esprit qui sous-tend la matière substance et qui la dynamise, l'éclaire et la rend réelle. La réalité perçue résulte d'un rapport, d'un accord entre l'absolu et le relatif, d'une relation entre l'éternité et le périssable. Par conséquent, les états de la matière sont corrélés aux états de conscience. Les trois niveaux de réalité superposés que nous sommes en train de mettre en scène sont en fait des dimensions de l'esprit. Et ils ne peuvent pas être pensés comme extérieurs à nos propres consciences. Voici énumérées les trois dimensions de l'esprit. Au niveau normatif, les éléments sont distendus et séparés. Nous avons une sensation de relief et de perception de couleur. Au niveau onirique, imaginal, les éléments sont connectés et interreliés. Au niveau noétique, idéal, les éléments fusionnent, nulle séparabilité, plus de volume, d'espace, de temps, de couleur. Seule la lumière est, ainsi que la présence. Dans l'absolu, soit la conscience suprême, les contraires s'annihilent et se réconcilient. À une vitesse infinie, il ne faut pas de temps pour aller quelque part. On est partout à la fois, omniprésent, dans un état de repos total. Le temps n'est plus,
c'est la nature même de notre propre esprit. Il est partout, c'est une matrice dans laquelle tout existe et qui imprègne tout. À ce niveau de l'être, nous avons l'impression d'être deux dans un même lieu. Il y a l'observateur et l'observé. Pur témoin, sans âge et sans lieu, l'esprit est ce centre immuable qui s'observe lui-même à travers tous les points de l'espace et du temps. C'est l'axe immobile autour duquel est rendue possible chaque expérience par un jeu d'opposition auquel est sujette la sensibilité et les oscillations de la pensée. Lorsque l'esprit se meut, il déploie deux lignes de force antagonistes dont la nature s'apparente à une tension. Un pôle d'intégration, cela l'attire vers soi, contraction. Un autre pôle agit comme force répulsive, cela l'éloigne de lui, dilatation. En émergeant, l'intelligence crée ces deux lignes de force de façon synchronique. Cette tension attire à lui le vide et parallèlement en extirpe le contenu afin de le projeter au devant de lui, dans l'univers manifeste qui se dévoile dans sa propre imagination. Dès lors, l'esprit produit cette tension instantanément, alors qu'il reste bien dans une situation de monopôle. L'intelligence échappe à toute définition, puisqu'elle réside hors de la portée de la pensée analytique, laquelle a besoin de comparaître afin de saisir la nature d'une chose. Par exemple, le bleu est bleu puisqu'il est comparé aux autres couleurs. Ainsi en est-il de notre faculté cognitive qui analyse et classe toute chose. Si l'intelligence est incomparable, elle échappe à toute analyse. Cependant, elle reste disposée à illustrer son essence par des moyens analogiques. D'où l'importance de la dimension imaginale, du langage symbolique et du mythe dans ce rapport de mise en lumière de l'essence de l'intelligence. La tension de l'intelligence s'accentue à mesure qu'elle s'étend dans l'univers, et ce jusqu'à apparaître dans les moindres interstices de la matière organique. Du son à la lumière, des objets mathématiques aux notions d'espace et de temps, tout est sujette à cette tension de l'intelligence, laquelle amplifie de manière mesurée la ligne de départ. Les étoiles sont façonnées par cette tension primordiale de l'intelligence. En effet, les forces de contraction et de dilatation stabilisent les étoiles dans leur position stellaire. C'est encore cette même tension qui fait osciller les atomes entre deux forces opposées, les cellules organiques, les muscles des êtres vivants, qui fait croître les plantes et déplacer les galaxies. Nos pensées sont également mises en activité par cette même tension. Par exemple, lorsque nous avons une pensée qui incite à affirmer une proposition, alors instantanément, la pensée qui lui est contraire la suit comme une ombre. Nous ne pouvons pas affirmer une pensée sans créer son antagoniste. C'est la raison pour laquelle toute idéologie qui ne se base pas sur l'ambivalence, l'antinomie et le paradoxe de la pensée ne peut prétendre à l'universalité. Le réel, le vide cosmique et l'esprit sont constitués par ce principe de la tension. Il est fascinant de savoir que nos propres pensées sont fascinées par la même tension qui forme les étoiles. La tension change d'aspect, de forme et de nom
mais elle reste invariante en tant que structure polarisante des idées de l'intelligence. Derrière le phénomène chimique et génétique de l'inhibition et de la désinhibition, c'est cette même tension de l'intelligence qui prend cette forme perceptible. Il en est de même pour nos états émotionnels qui vacillent entre satisfaction ou insatisfaction. Comment se peut-il que les objets réputés extérieurs de la perception sensible, les chaînes de montagnes, les océans, les galaxies, puissent entrer dans la pensée et être présents à l'esprit, pourtant indivisibles et inétendus en apparence? Comment les objets extérieurs, dispersés dans l'espace, censés être composés d'une infinité de parties extérieures les unes aux autres, peuvent-ils être présents à la conscience d'un sujet apparemment situé en un point défini du dit espace? Pour répondre à ces questions, il nous faut faire appel à nouveau à la tension de l'intelligence et à sa puissance projective. L'esprit peut être considéré comme semblable à un projecteur qui illumine la scène du monde et l'impulse d'une lumière continue. C'est la lumière de l'esprit, un référent qui se coordonne avec la lumière de notre propre esprit, lequel reproduit le même scénario. La lumière de l'intelligence projette sur l'univers ses propres pensées et les rend tangibles. La réalité perçue extérieurement, tant sur le plan sensible qu'imaginal, est donc un univers modélisé par l'intelligence. En focalisant notre regard sur certains points de ce vide cosmique, nous projetons notre flux de lumière de conscience en y dévoilant les aspérités. Les images et les formes perçues sont le fruit de cette rencontre entre l'intelligence et notre esprit. L'univers fonctionne comme un hologramme, tout comme notre propre monde intérieur est à la source de cette modélisation des mondes, se tient l'imagination créatrice. Autrement dit, l'ouverture de la conscience coïncide avec le déploiement de l'univers. La vibration de l'esprit véhicule le mouvement qui rend réel l'univers perçu. La projection résulte donc de la tension et établit une distinction entre une expérience du dedans et une expérience du dehors, entre une perception de phénomènes se déroulant en soi et une autre hors de soi. Or, la tension de l'esprit s'amenuise à mesure que nous pénétrons dans notre profondeur. Les polarités, les forces contraires et opposées entament alors un effritement de ce que nous pensions réel. Les formes du dehors et du dedans s'évanouissent pour laisser place à l'unique chose qui est, l'esprit, alias l'intelligence. Derrière la dualité se dissimule l'unité. Il en résulte que la fondation même de l'univers résulte de l'unité foncière de l'intelligence, pure lumière, pure présence, pur amour et pure connaissance. L'univers est empli de formes et d'images projetées par l'imagination divine. Comme un mirage, l'esprit croit en son existence propre alors qu'il est illuminé par notre propre projecteur. L'esprit polarise ses idées par l'attention même de sa propre présence et les projette dans l'univers par la puissance de son imagination créatrice. L'acte de l'intelligence s'accomplit donc en nous et par nous grâce à un horizon de convergence de pensée et de la mise en mouvement de l'imagination.
Chaque contenu imaginal projeté par un esprit est ainsi indissolublement imaginé et imaginant, relevant à la fois de la dimension de l'intelligence et de notre esprit. Les deux projections, l'une macrocosmique et l'autre microcosmique, représentent de la sorte deux niveaux, séparés par une dénivellation d'intensité, d'une seule et même puissance de position au mouvement. C'est cela qui donne naissance à l'univers perceptible par un être vivant. L'univers est le point de rencontre de tous les mondes intérieurs des êtres vivants et projetés par eux, dans l'état de rêve comme dans l'état de veille, et s'explique par la similitude des désirs qui sous-tendent leur activité projective. C'est la convergence axiologique des projections individuelles et leur résonance renforçante qui rendent compte d'un champ de perception. Tout se passe comme si l'univers consistait dans la concrétisation en masse d'un système d'attentes et d'idées partagées à l'unisson. En ce sens, les idées qui émanent de l'intelligence se rencontrent en nous-mêmes et se synchronisent afin d'élaborer l'univers perceptible. Puisque notre esprit réside auprès de l'intelligence, sans différenciation aucune, nous pouvons émettre l'idée que nous avons participé à façonner l'univers, tout comme nous sommes actuellement en train de le faire. Dans ces conditions, définir la réalité dans les termes de sens commun reviendrait à commettre une tautologie, puisque c'est à sa propre définition implicite de la réalité que le sens commun emprunte l'évidence de ce qu'il met en acte. La cohésion de l'univers a pour liant l'esprit et ses idées. Cela développe le champ des valeurs communes, soit l'univers consensuel. Par l'adhésion d'une masse innombrable de germes, de conscience au sein de l'intelligence, à l'aube des temps, les idées se cristallisent en se déployant. L'univers se découvre comme un champ imaginal, fixé par l'ensemble des esprits qui le composent. Et par effet rétroactif, nous validons cette scène à chaque instant de notre vie. Qu'est-ce que l'univers, si ce n'est une activité imaginative collective et qui agit semblablement au rêve? L'intelligence, partout infuse, n'est visible que sous la forme de la vacuité creuse de l'espace vide. Nous voici arrivés à terme de ce voyage. J'espère vous avoir emporté très loin dans la nature de l'esprit, très loin dans les profondeurs de notre conscience, et comprendre la nature du réel, la façon dont les dimensions de l'esprit s'expriment, puisque par réitération, comme vous avez pu l'entendre, nous reproduisons ce que l'intelligence cosmique fait. Donc, tout est fractal et nous reproduisons ce schéma-là à notre échelle et nous avons des mondes à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, liker si vous aimez. Eh bien, je vous attends pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.
Merci à tous. Au revoir.